On relève des fonds en 2018 et là, ça a été le début des galères pour moi où en fait, les chargés d'affaires du fonds m'apprécient guère. L'inverse est vrai et on rentre en combat interne stupide où je suis plus content d'aller au boulot le matin, les chiffres suivent plus, les salariés sont un peu perdus parce que la direction est moins bonne, les investisseurs nous imposent des choses que je voulais pas faire, mais que si je les fais pas, j'ai pas le droit de faire ce que je veux aussi par ailleurs sous d'autres points. Et je me fais débarquer un peu violemment en décembre 2019. En 48 Ah heures, ouais. tu fais tes cartons, tu dégages. De ma propre boîte. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Aujourd'hui, et c'est le cas un mercredi sur deux, vous allez retrouver un épisode consacré à l'entrepreneuriat, au bénévolat ou à l'engagement pour une bonne cause. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, c'est un épisode Allez Vas-y consacré au sport. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas, que cela vous donnera, à vous aussi, l'envie d'agir. Et si vous aimez ces parcours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Bonne écoute. Bonjour Sylvain. Salut Fred. Je suis avec Sylvain, donc fondateur du Bahut, mais pas que. Sylvain qui a fondé plusieurs entreprises et il nous expliquera justement en quoi Allez Vas-y, ça, c'est légitime pour lui. Mais avant de démarrer et de parler de son parcours, on va faire le portrait chinois qui est devenu une petite habitude aujourd'hui sur le podcast Allez Vas-y. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dirais? Lyon, ma ville d'adoption, ça fait 20 ans que je suis là, j'adore. Pas loin de Paris, pas loin de la montagne, pas loin de la mer. On s'y sent bien, on peut entreprendre. Une ville trop cool. Je recommande à tous. Et puis, et puis on y mange bien en Tout à plus, fait. aussi. Important, très important. Ouais. Et justement, pour enchaîner, si je te parle d'un plaisir gourmand, qu'est-ce que tu me dirais? Alors en ce moment, ça va être la découverte des bières et voir les bières en association mets et bières parce qu'on peut faire beaucoup de choses très intéressantes. Et là, j'ai un petit coup de cœur en ce moment pour les bières qui ont été brassées dans des fûts de vin. Et du coup, ça crée quelque chose de très bizarre. C'est une bière, mais ça a un peu goût de vin, mais en même temps, ça reste une bière. Mais on est proche du vin. Voilà, j'adore. C'est ça qui me plaît en ce moment, c'est d'aller Tr- encore plus loin là-dessus. Très original. Si je te parlais d'une passion ou d'un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais? Le passe-temps, dès que j'ai 3 minutes dans le bus, aux toilettes ou autre, c'est LinkedIn et la lutte contre la désinformation. Je me passionne via l'association C'est vrai ça, à apprendre plein de sujets et à vérifier des infos et découvrir plein de choses. Alors ça aurait pu être apprendre en fait, puisque je passe mon temps à lire des articles et essayer de comprendre en profondeur certains sujets pour aiguiller les gens sur attention, ça c'est potentiellement une arnaque, ça c'est complètement faux. Et ça c'est surprenant mais très très vrai. Et il y a beaucoup de choses autour de l'apprentissage dans ton parcours, donc on y reviendra forcément. Si je te parle d'une rencontre ou d'une personnalité qui te marque? Une rencontre avec Guillaume, mon meilleur pote, le 11 septembre 2003, donc c'est une date facile à retenir, Mhm. on s'est retrouvé sur une table d'entrepreneurs avec à l'époque le secrétaire d'État au PME qui était venu à l'école. Et on n'était pas la même promo, pas du même âge, pas du tout la même boîte, mais on s'est rendu compte qu'on avait plein de problématiques communes et on a un truc très fort en commun, la loose. On a planté plein de boîtes l'un et l'autre, mais à chaque fois, pas au même moment, heureusement, et à chaque fois que l'un plantait, l'autre était là pour le soutenir. Et plusieurs fois, il était là pour m'éviter la noyade, et heureusement qu'il a été là. Donc une ressource très importante pour toi, effectivement. Et justement, pour démarrer maintenant le podcast, je vais te laisser parler de ton parcours et tu as parlé de ces plantages. Effectivement, il y a une vidéo TEDx dans laquelle tu parles justement de tes échecs et tu pourras en parler. Et moi, c'est surtout parce que tu as créé énormément d'entreprises et donc ces échecs t'ont appris et donc tu vois ça comme un apprentissage, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre mentalité française. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui est aujourd'hui très très riche selon moi, mais tu vas nous expliquer un petit peu la raison de tout ça. Alors, ouais, je sais pas s'il y a vraiment une raison, c'est une peur. En Mhm. première année d'école de commerce, on devait tous penser, concevoir un projet de création d'entreprise virtuelle. Parmi plusieurs idées, on a choisi l'une des miennes qui était de faire des bijoux pour cheveux.
sachant que je vois pas les couleurs, que je connais rien à la mode et que je vais pas trop chez le coiffeur, donc un projet qui m'obligeait à apprendre plein de choses. Et à la fin de cette année-là, il fallait qu'on parte en stage à l'étranger. J'avais pas de réseau, j'avais pas trop bossé ma recherche de stage parce que j'étais à fond sur mon projet de création virtuelle. Et soit j'allais me retrouver au standard d'un hôtel à Londres ou à Malte, soit bah, je créais ma boîte. Alors c'était pas vraiment un choix parce qu'on n'avait pas le droit de créer sa boîte, mais un projet par an, en gros, était toléré. Et j'ai négocié, je me suis battu pour le faire parce que je me disais que j'allais encore plus apprendre qu'en étant simple standardiste dans un hôtel, ce qui peut être très cool, hein. Mais là, j'avais Bien envie sûr. d'encore plus creuser, essayer par moi-même, quitte à me planter, parce que je bosse depuis que j'ai 16 ans tous les étés, pizzaïolo, organisateur soirée, cuisinier à Malte, d'où je parlais de Malte justement, parce que j'aurais pu retourner là-bas, vu que j'ai déjà bossé là-bas un été pour apprendre l'anglais. Et en fait, il y avait pas mal de choses qui m'avaient choqué dans ces expériences, surpris, et j'avais envie de tenter de faire les choses par moi-même, quitte à me vautrer. Et j'accepte pas mal ça, parce que j'apprends beaucoup en faisant, et quand on fait, ben, on se plante. Enfin, ça arrive, et le but, c'est de comprendre pourquoi on s'est planté pour pas reproduire. Donc, je parle pas de, j'ai jamais cherché la liquidation, la faillite, ce genre de trucs, parce que c'est vraiment pas drôle pour les avoir vécus. Mais de chercher, d'essayer, et de, si ça marche pas, bah, je recommence, je refais autre chose, je réavance. C'est ça que j'aime, c'est tenter, oser, et en fait, c'est plus enfin, c'est pas maladif, c'est que j'aime pas qu'on me dise c'est pas possible, en fait. Donc moi, la peur, c'est de refaire la même chose tous les jours ou de faire quelque chose que je sais faire. Donc ouais, du coup, c'est rien d'incroyable ce que j'ai fait. C'est juste que par rapport à mon profil à moi, bah, j'ai suivi un parcours où je voulais tenter les choses par moi-même, sans me poser les questions de ce que ça allait faire après, de si j'allais devenir riche, pauvre ou si c'était bien pour ma carrière. C'était bien pour que je me sente bien le matin, pour que je sois heureux de ce que je faisais, pour que je sois fier de ce que je faisais et pour que j'apprenne plein de choses. Voilà en gros ce qui a les moteurs de mon parcours. Et donc j'ai créé ma boîte de bijoux pour cheveux, déposé un brevet, vendu ce bijou un peu partout, avec plein d'erreurs, hein, parce qu'au départ on a visé les petites filles alors que les clientes étaient plutôt des mamans. On s'en est rendu compte en faisant des animations chez Etam, où c'était les mamans qui partaient avec le bijou et pas les petites filles. On a d'abord fabriqué en Chine, parce que c'était les seuls à accepter de fabriquer mes bijoux. J'avais été très mal reçu par les spécialistes en France du sujet. Mais au bout de 3 ans, comme on avait quand même vendu 1 million de bijoux, bah, on a pu rapatrier en France et ça nous a bien aidé, mais on avait fait beaucoup d'erreurs en 3 ans, perdu beaucoup de temps, d'argent. J'ai eu droit à un procès avec un concurrent qui à la base voulait distribuer nos bijoux dans les pays du Nord et qui finalement trouvait ça un peu cher et du coup a choisi de nous attaquer pour nous couler. Une aventure un peu dingue avec 3 procès Waouh. et qu'on a tous gagné, mais c'était l'enfer humainement, en termes d'image aussi, parce qu'il a communiqué beaucoup comme quoi c'est nous les voleurs, alors qu'au final, on n'avait rien fait de mal, on avait même déposé nous un brevet. Enfin, Mhm. et des erreurs RH, des erreurs de développement. Enfin, vraiment, la liste est longue. J'en ai même fait un bouquin sur les 100 conseils pour couler sa boîte. Parce qu'autant, à la fin de cette expérience, je savais comment rater une boîte, et que si on reproduisait les conseils, on avait de grandes chances de la rater aussi. Autant réussir, j'en savais rien, parce que j'ai fini pour de vrai cette boîte avec une liquidation, avec un procès avec une banque où on n'était pas d'accord sur le montant de la caution, avec 1 an, bah, du coup, quand on fait une liquidation, il y a un liquidateur qui s'occupe de vous pendant 1 an post-liquidation pour voir s'il n'y a pas des fautes de gestion, s'il n'y a pas des créanciers qui sortent du bois à d'autres moments. J'étais côté 0,40 Banque de France à l'époque, ce qui voulait dire que je pouvais à peine ouvrir un compte pro et absolument pas demander un prêt bancaire ou même une ligne de trésor. Et bah, du coup, ouais, cette procès pour la caution, plus moi j'avais zéro, je m'étais très très peu payé pendant 6 ans, parce que j'étais jeune, parce que j'avais pas besoin, parce que de toute façon la boîte marchait pas assez pour que je me paye. Et là, bah, à 28 ans, je me retrouve en vivant à moitié chez des potes à droite à gauche, à vivre avec rien, parce que j'ai même pas droit au RSA ni au chômage. Mais je me suis relancé, et je me suis relancé, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai déprimé, je me suis fait quitter par ma Mhm. copine, Waouh. je savais pas à quoi je servais, ni ce que je savais faire, parce que finalement, ça faisait 6 ans que je faisais plein de choses, mais rien où je suis devenu un ultra expert. Je sais même pas du coup à quel type d'offre d'emploi répondre. J'ai répondu à des offres d'emploi pour devenir consultant, et ça a été la première étape qui m'a redonné confiance en moi, où j'ai été reçu en entretien, et même on m'a proposé des contrats de travail que j'ai pas eu le courage de signer pour plein de raisons. Et à côté de ça, on m'a aussi fait confiance, on me faisait confiance déjà depuis un moment. Je donnais des cours dans mon école dans laquelle je n'étais pas diplômé, et vraiment pas des interventions. J'assurais des cours complets sur un semestre, et c'était devenu ma passion. Et j'ai fait mes calculs. Bon, est-ce que je prends ce job à la Défense, payé 2000 de net, mais au 13e étage de la tour, en étant numéro 3512 dans la boîte, sachant qu'on m'avait fait comprendre que pendant 2 ans, il fallait que je compile des tableaux Excel et que j'avais même pas le droit de donner mon avis à la fin ou de faire une analyse de ces tableaux.
ou Wow. est-ce que je me relance en freelance ou presque, à l'époque ça s'appelait pas comme ça, Mm. pour donner des cours, pour écrire des bouquins, pour faire des choses qui me plaisent. Et on est parti à deux, parce que j'ai du mal à travailler seul. Et aussi que j'avais appris à vendre dans ma première expérience, mais que je ne sais pas me vendre moi. Je sais très bien vendre les autres, mais moi j'ai beaucoup de mal. Du coup, j'ai choisi de travailler avec quelqu'un qui était capable de produire ce que j'allais vendre, sachant que moi j'étais capable de le faire aussi, mais ça valait plus cher si c'était lui qui produisait. Et du coup, on est allé à deux sur une boîte, on a écrit 3 pages de business plan. La première page, c'est combien on va se payer, et on va se payer dès le premier jour, et combien il faut qu'on fasse de chiffre d'affaires tous les mois pour que ça passe. Faut qu'on fasse aussi un peu de résultats pour que la banque nous fasse confiance. Donc ça, c'était dès le premier jour dans la boîte. Et 3 moteurs qui sont fun, fric, foi. On veut s'éclater, on veut travailler dans un endroit sympa, sur des sujets qui nous plaisent, on veut apprendre au quotidien, on veut progresser, on veut gagner notre vie, fric, suffisamment pour ne pas être malheureux. Alors ça veut pas dire la somme folle, hein. Nous c'était 1 500 € par mois, tu vois, mon objectif au tout début. Oui, Mais avec une progression prévue par rapport aux chiffres, par rapport au développement de la boîte, pour arriver à des sommes. euh, mon rêve, ça a toujours été 4 000 € net par mois. Ça, alors, c'est pas énorme, hein, mais j'avais lu ouais, des études il y a longtemps, que j'ai retrouvé d'ailleurs dernièrement, comme quoi l'euro supplémentaire au-dessus de 4 000 € net ne rendait pas plus heureux. Parce qu'il manque beaucoup effectivement. plus de responsabilités, beaucoup plus de soucis derrière. Et oui, tu gagnes plus, mais finalement, tu en profites moins. Donc voilà, c'était mon rêve, c'est écrit dans mon business plan. Et foi, c'est être fier de ce que je fais, être content de me lever le matin, participer à cette transformation du monde de façon positive, participer à de beaux projets, accompagner des gens à grandir au sein de la boîte. Voilà en gros les 3 moteurs. Et du coup, j'ai essayé de créer un projet autour de ça. Et le projet, ça a été Mhm. simplement de créer à la base une agence de communication pédagogique, aujourd'hui une agence de conseil en pédagogie, donc d'aider des universités, des entreprises à mieux former, de les aider aussi à écrire des livres pédagogiques ou des bandes dessinées pédagogiques, on a fait ça au début, à faire des e-learning qui soient impactants et à donner envie d'apprendre. Voilà, ça c'est vraiment notre baseline, c'est donner envie d'apprendre aux gens, parce qu'on pense que tout le monde peut apprendre, quel que soit le sujet. Le tout, c'est de trouver les motivations intrinsèques et extrinsèques de chacun pour qu'il soit capable d'aller au bout et qu'il s'éclate à le faire. Voilà en gros le moteur de cette boîte qui a démarré à deux. Et quand je me permets juste, quand tu crées cette boîte avec la personne avec qui tu l'as créée, euh, le fait d'avoir échoué sur la première boîte, qu'est-ce que ça t'apporte comme assurance, entre guillemets, en disant je vais pas refaire ça? Et aussi, surtout, comment tu te sens au moment de devoir aller aborder le sujet des banques, etc., et de l'argent, puisque quand il y a une liquidation, c'est un des sujets les plus importants sur la table. J'ai pas enfin, j'avais déjà créé un compte bancaire pour cette société avant de liquider. Donc, j'ai pas eu à aller voir la banque et je ne suis pas allé la voir pendant 5 ans. Ok, J'avais d'accord. trop honte. Honnêtement, j'avais trop honte. Ok. Donc, du coup, le but, c'est d'avoir toujours de l'argent sur le compte. Il y a eu des Ouais. mois durs où je me suis pas payé parce que pour des questions de trésor, le chiffre est toujours rentré. Vraiment, Mhm. ça a été quelque chose que je suivais. Ça, c'était le gros apprentissage de ma première boîte. C'est ne plus avoir peur de gagner de l'argent, ne pas avoir honte de gagner de l'argent et gagner de l'argent pour que la boîte survive. Et arrêter de dire j'investis, je fais de la com. Non, non. Rendre du chiffre et après investis si tu veux. Mais d'abord, rendre du chiffre. Et ça a été vraiment le. Aujourd'hui, on dit que je suis très attaché à l'argent. Et oui, en fait, parce que j'ai trop planté de boîtes à cause de ça. Mhm. J'aime pas assez ça au fond. Donc, ça fait partie de mes 3 moteurs aujourd'hui. Il faut qu'il y en ait. Parce que je sais que si j'ai pas ça, j'aurais pas j'aurais pas tout ce qui est autour. Et que sans argent, bah, il n'y a plus de Ok. boîte et il n'y a plus de plaisir. Donc voilà. Donc je veux que la boîte gagne de l'argent. Ça ne veut pas dire que dès le premier jour, on n'a pas mis en place un système de partage du résultat de la boîte. On reverse 50% du résultat de la boîte aux salariés. Ça ne veut pas D'accord. dire que j'ai pas mis en place un système de salaire transparent où les salariés connaissent les salaires de tout le monde, savent combien ou jusqu'où eux ils peuvent aller et comment ils peuvent monter et selon quels critères. Et pareil, ils connaissent mon salaire en toute transparence. Et voilà, ça ne veut pas dire que je cache des choses parce que j'aime l'argent, au contraire. Je l'aime et du coup, je leur explique les chiffres de la boîte, je leur explique où on en est, je leur explique si ça va bien, ça va pas bien, et là où il faut mettre des efforts pour que ça aille mieux. Et les clients sont contents aussi. C'est pas quand tu vends cher, c'est pas parce que ça veut pas dire que tu les arnaques, ça veut juste dire que tu as vendu une prestation de qualité et que derrière, tu dois tout faire pour que ce soit au niveau du prix que tu as vendu, voire encore au-dessus. Et ça, c'est l'avantage avec mes équipes, c'est que j'ai aucun problème quand je les vends eux. Je sais que ce sera mieux que ce que j'ai dit moi. Donc,
Du coup, pas de stress par rapport à ça, mais ça, c'est vraiment le truc principal que j'ai retenu, c'est de trouver des clients, parce que finalement, c'est eux les moteurs de la boîte, c'est pas les investisseurs, c'est pas les prêts bancaires, et c'est pas tout ça. Et si la boîte marche pas sans prêt, sans investisseurs, c'est peut-être qu'il y a un loup. Alors là, je parle d'une boîte de service, hein. Je suis parti d'un produit donc très compliqué, il fallait des stocks, il fallait un brevet, il fallait des moules, à un truc où je me vends moi. Donc j'ai besoin. La boîte me coûte zéro quand je démarre. C'est aussi l'avantage. Tout chiffre que je vends, enfin, que je rentre, c'est potentiellement pour la structure directement. Et donc cette structure que tu crées, c'est Sido, hein, si je me trompe pas. Exactement. Euh, et tu démarres, vous êtes que deux, tu intègres des salariés directement. Comment tu fais rentrer justement les premiers euros, puisque tu pars sur des prestations que tu apprécies, mais sur lesquelles effectivement c'est un peu novateur en 2009 pratiquement, hein. Déjà, je donnais quelques cours à droite à gauche, donc je continue à les D'accord. donner. Aussi, un truc cool, c'est que finalement, cette première expérience m'a créé un réseau. Et les gens me trouvaient Mhm. bon sur ces sujets autour de la pédago, de la com, de donner envie. Donc, j'ai trouvé mes premiers clients, c'est des anciens partenaires qui, je pense, ont voulu aussi m'aider, ont voulu me remettre sur les rails. J'ai vendu très peu cher à l'époque, mais ils savaient que je ferais bien ce sujet-là et ils ont voulu me confier leur mission. Aussi, j'ai prospecté. Alors, j'aime pas ça du tout, mais j'ai appris parce que les 3 premières années, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir des gens, pour dire, bah voilà, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, voilà ce qu'on propose, regardez comment on bosse. Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce qu'on peut répondre à quelque chose chez vous? Et à côté de ça, on a aussi mis en place une stratégie de contenu pour montrer ce qu'on savait faire, pour montrer nos valeurs, pour montrer notre façon de bosser. Et ce qui a été le plus visible, c'est Dessine-moi l'écho, une série de Ouais. vidéos qu'on a démarré en février 2012, enfin en décembre 2011, mais la première vidéo a été visible en février 2012 sur lemonde.fr. Alors ça, c'est une histoire complètement folle. On a fait plein des projets comme ça, hein, de trucs qu'on faisait gratuitement pour se montrer. Et il y en a plein qu'on plantait, pas celui-ci. Et donc ça, on avait copié une méthode qu'on avait identifiée sur des vidéos TEDx, que bah, j'aime beaucoup, qui était de dessiner la vidéo, dessiner le discours en live, et qui permet de rendre le discours encore plus impactant, qui permet de symboliser certains sujets, qui permet de mieux retenir, je trouve, l'info. Et on se dit, bon, bah, les vidéos sont un peu longues, même si elles sont géniales, on va essayer de faire plus court pour que ça reste dans un temps d'attention acceptable. On va faire des vidéos de 3 minutes sur des sujets très complexes, tels que la création monétaire ou la dette publique, pour que les gens comprennent mieux le monde économique qui les entoure et que potentiellement ils sachent choisir aussi lors des élections présidentielles, puisqu'en fait, en mars 2012, du coup, il y a une présidentielle, ou en mai 2012, présidentielle, et qu'on espérait que l'économie soit un sujet. Ça l'a pas du tout été, ça a été immigration, sécurité, et je sais pas quoi, comme d'hab, de toute façon. Mais en 2012, il y avait peu de journaux économiques accessibles à tous. Le Monde, leurs enquêtes étaient très complexes à lire, c'était pas du tout pédago à l'époque. Et en ligne, il y avait l'extrême droite qui était déjà très présente, l'extrême gauche aussi, mais pas grand-chose de neutre au centre pour expliquer juste les concepts sans donner de solution. J'ai dit, bah, on va se foutre là-dessus et on va expliquer aux gens les concepts et à eux de trouver les programmes qui répondent à ces problématiques-là via des vidéos de 3 minutes qu'on fera gratuitement tous les mois. Et j'envoie ça à une vingtaine de médias, 20 minutes TF1, Alternative économique, enfin, Le Figaro, Challenge, Capital et plein d'autres, et Le Monde. Et le seul qui nous a répondu, c'est dingue, hein, parce que c'était mon rêve ultime, c'est Le Monde. Il nous a dit, votre truc, c'est pas con, on aime bien. Nous, on est en train de lancer un peu notre équipe vidéo, mais pour l'instant, on est trop peu pour pouvoir faire ça. Ok, on se tape dans la main et on diffusera gratuitement vos vidéos une fois par mois. Donc, il n'y a jamais eu de business dans cette histoire-là. Nos vidéos, en plus, ont toujours été libres de droit et utilisables par tous les enseignants quand ils le souhaitent. Et en février 2012, on lance une première vidéo qui fait 300 000 vues dans la journée, quoi. Un truc de fou, les gens adorent le concept. On envoie ça à l'éducation nationale en disant, bah voilà, on fait des trucs bien, qui sont diffusés par Le Monde, et ce serait peut-être cool de les mettre dans les manuels scolaires, parce que ça pourrait aider les jeunes à mieux comprendre dans leur programme éco. On reçoit une jolie lettre 6 mois après qui explique que la vidéo n'est pas un moyen noble d'apprendre, et que du coup, ils ne les recommanderont pas, pour l'anecdote. On est en 2012, hein, enfin, c'est pas bien grave, hein, ça a changé depuis, elles sont dans tous les manuels scolaires, et l'autre anecdote intéressante, ou l'autre retour d'expérience intéressant, c'est qu'il y a eu 2 ans, donc une vingtaine de vidéos, parce qu'on en faisait une par mois gratuitement, avant de recevoir un premier appel entrant d'une entreprise qui dit, waouh, vous avez su expliquer la création monétaire en 3 minutes, alors que c'est un sujet ultra compliqué. Bah, aidez-nous. Parce que nous, on doit expliquer une nouvelle molécule en pharma qu'on vient de lancer. Il faut que tous nos visiteurs médicaux la comprennent, mais aussi nos clients. Ou il faut qu'on explique notre stratégie que personne ne comprend, ou une nouvelle norme, ou quelque chose de complexe. Et après, vous savez faire. Est-ce que vous pouvez nous aider à le faire? Mais ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a eu 2 ans. Alors oui, par contre, ça a été un gros boom pour nous. On est passé de
400 000 euros de chiffre d'affaires à 1,2 million en un an. On a multiplié par Ah oui. 3 parce qu'on a eu beaucoup d'appels entrants et Mhm. on n'a plus prospecté. Plus besoin parce que les gens nous voyaient, trouvaient ça cool et on pouvait presque choisir nos sujets, nos projets aussi. Si on trouvait ça pas cool, on disait aux clients, pas avec nous. Donc ça a changé un peu la boîte, ça a changé la dimension de la boîte, ça nous a permis de grandir aussi un peu plus vite. Sachant que du coup, on était 6 hein, et là, on est passé à 10 en Oui. 2013. Et moi, j'ai commencé à m'embêter parce que finalement, j'aime pas la prospection, mais j'adore la séduction, j'adore convaincre le prospect et qu'il ait envie de bosser avec moi. Et là, il n'y avait même plus besoin, c'est lui qui m'appelait en me disant s'il vous plaît, bossez avec moi. Et du coup, Oui, ouais, tu perdais le charme de l'échange, entre guillemets. exactement, voir le charme de le convaincre que j'allais comprendre son sujet, de découvrir de nouvelles choses. Il me disait non, mais t'inquiète, c'est bon, moi je te signe ton devis, file-moi un consultant pour qu'il bosse sur ma vidéo. Donc je perdais Ok. un peu le plaisir. Et Et j'ai juste une question, je vais me ouais, permettre, par rapport à Dessine-moi l'écho. Comment tu as été chercher les personnes en capacité à dessiner comme ça et tout? Parce que bah, je suppose que tu as dû peut-être faire des essais où il y avait peut-être quelqu'un dans l'équipe, justement, ce côté peut-être, je sais pas, chance ou alors trouver la bonne personne. Des fois, c'est une complexité dans l'entreprise. ouais, c'est une bonne. Enfin, parce que du coup, vu qu'on était les premiers à faire ça en France, on a pas mal galéré, pas mal tâtonné. Au début, deux copains qui avaient fait la même école que moi, qui étaient un peu notre sous-traitant vidéo, qui dit ouais, t'inquiète, on sait faire. Et qui ont commencé à faire des choses qui étaient sympas, mais pas exactement ce qu'on voulait. Et ensuite, on Mhm. a internalisé. Et au départ, c'était des vrais dessins sur tableau blanc qu'on filmait. Ok, Donc on d'accord. avait, alors, ça c'est plus pour la blague, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais choisi un dessinateur avec de grands bras pour qu'on ne voit pas sa tête devant la caméra. Et c'était une journée de tournage pour le filmer en train de dessiner et après une accélération et un montage pour rendre ça cool. Le gros problème de ce truc-là, c'est que si tu as fait la moindre faute ou le moindre truc que tu veux changer ou une couleur, tu t'es raté pendant ton tournage, il faut tout foutre à la poubelle et recommencer. Tu ne peux pas patcher. Parce que comme tu as du zoom, des Oui. zooms, à chaque fois, tu vois le truc qui va pas. Et après, on a photographié des mains, on a mis en place tout un process pour qu'on puisse ajouter la main de façon artificielle sur le trait qui apparaît, et pour faire Ouais. semblant que ce soit réellement quelqu'un. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'ait fait, mais on a progressé avec le temps et les emmerdes et les gens en interne qui eux-mêmes progressaient sur le sujet, parce qu'on y passait un temps fou. J'imagine, oui. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui font ça très facilement, mais à l'époque, c'était pas le cas du tout, quoi. Exactement. Bravo. Déjà, j'y bravo, effectivement. Et donc, une fois que ces appels entrants arrivent entre guillemets trop facilement et que tu perds j'allais dire cette passion, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que c'est un choix naturel? Est-ce que quelqu'un vient te chercher pour repasser à autre chose? Tu restes dans Sido, mais tu prends un peu de recul? Comment ça se passe? En fait, j'ai un autre truc né au sein de Sido qui me plaît beaucoup parce que des clients nous avaient fait la remarque que certes, nos réalisations étaient très belles, mais nos propals, nos propositions commerciales n'étaient pas au niveau. C'était pas assez graphique, pas assez Mhm. joli, ça donnait pas envie. Mais il faut se remettre la tête en 2013, où à l'époque, on était Ouais. vachement bloqué par le poids des pièces jointes. On n'avait pas du tout ce qu'était Google Drive pour envoyer facilement des fichiers non téléchargeables, mais visibles sur une plateforme tierce. Et du coup, bah, on galérait effectivement à faire des PDF de 3 mégas max. C'était pas Mhm. beau ce qu'on rendait. Et un collègue m'avait créé un sous-site web pour chaque propal, par prospect, qui était du coup bloqué par un login mot de passe spécifique à chaque prospect, sur lequel on pouvait déposer nos documents dans un univers graphique très sympa, qui lui assurait une navigation euh, intéressante pour l'amener aux bonnes infos, aux bonnes idées pour qu'il trouve son truc. Voilà ce qui m'a fait. Un jour, je suis en vacances, je sais pas ce que je fous sur mes Google Analytics et je Mhm. vois qu'il y a deux visiteurs sur mon site web. Je regarde sur quelle page ils sont et il y en a un des deux qui est sur la fameuse page cachée. Donc, je sais que c'est mon prospect. Du coup, je l'appelle. Je dis, putain, Sylvain, tu tombes bien parce que je suis sur ta propale, je ne comprends rien. On passe 2 heures au téléphone et à la fin, il me dit, mais en fait, c'est exactement ça que je veux. Heureusement que tu m'as appelé, hein, parce que ouais, je t'avais éliminé. Mais là, vu que tu m'expliques, c'est vraiment ce que je veux. Donc, on va bosser ensemble, on va moi le devis, je te le signe. Et là, je rappelle mon collègue, je dis, mais c'est ouf ce que tu m'as créé. Un mini site web qui s'implémente en 3 secondes, qui rend la propale jolie, et en plus qui me dit comment prospect dessus, non, mais ça va changer la vie des commerciaux. Et je teste ça à droite à gauche, je l'implémente chez deux, trois copains en leur faisant payer, qui trouvent ça génial aussi, et je pitch l'idée à un concours de start-up en disant bah, j'ai inventé un petit truc rigolo. Et là, des gros fonds d'investissement viennent nous voir en disant waouh, t'as vraiment fait ça et ça marche?
Bah, si ça marche et que tu es prêt à t'y mettre à plein temps, nous, on te finance ta boîte pour que tu essayes. Pour que tu essayes, enfin, pas que tu essayes, pour que tu le fasses, pour que tu ailles à fond là-dessus. D'où la naissance de Tilki en juillet 2014, où j'ai fait un proto jusque-là, et on lève, aujourd'hui, on dirait 1 million d'euros, parce qu'on a levé 500 000 euros en fonds en cash et 500 000 euros en prêt Mhm. bancaire pour lancer la boîte. Donc moi, je quitte Sido, sans trop le dire, mais D'accord. quelqu'un m'avait remplacé pour réceptionner les appels et pour gérer cette partie-là. Et je me mets à fond sur Tilki à partir de juillet 2014. Voilà le départ. Sur le côté, je voulais travailler avec des devs. Tout le monde me disait qu'en termes de management, c'est très compliqué de travailler avec des développeurs. Je voulais refaire de l'international, rebosser un peu en anglais, parce que finalement, Sido, c'est très francophone. Je voulais Mhm. conquérir le monde à nouveau avec un produit, en disant, bah, je passe du temps dessus, mais une fois qu'il est créé, marginalement, ça ne me coûte rien de le vendre à d'autres gens. Et je voulais vivre une nouvelle aventure. Voilà, les moteurs de cette nouvelle aventure, qui a été folle. Nos investisseurs nous ont poussé à aller aux États-Unis pour tester le produit. On s'est foiré là-bas, on est revenu en France, on a fait grossir l'équipe, on avait 12 devs, on avait des super clients, on bossait avec EDF, avec Orange, avec Leroy Merlin, enfin, on faisait des trucs vraiment Ah extra. oui, ok. On relève des fonds en 2018, et là, ça a été le début des galères pour moi, où en fait, les chargés d'affaires du fonds m'apprécient guère, l'inverse est vrai, et on rentre en combat interne stupide où je suis plus content d'aller au boulot le matin, les chiffres suivent plus, les salariés sont un peu perdus parce que la direction est moins bonne, les investisseurs nous imposent des choses que je voulais pas faire, mais que si je les fais pas, j'ai pas le droit de faire ce que je veux aussi par ailleurs sur d'autres points. Donc on a une stratégie qui est pas claire pour personne et qui marche pas. Parce que je faisais à moitié ma stratégie, à moitié la leur. Donc de toute façon, c'était casse-gueule. Ouais. Et je me fais débarquer un peu violemment en décembre 2019. En 48 Ah heures, oui. tu fais tes cartons, tu dégages. De ma propre boîte. Waouh. Ouais, Et de c'est la ça, vie. qu'est-ce qu'on en retire? Toi, tu es déjà dans le coup d'après ou tu encaisses quand même à ce moment-là? Alors sur le moment, c'est un peu un soulagement parce que ça fait 6 mois que je deviens con, je deviens méchant auprès de mes proches. Je dors pas Mhm. bien, je te dis, j'ai pas envie d'aller au boulot. Et le but de l'entrepreneur, c'est quand même pas ça, quoi. Normalement, si sa boîte il est malheureux, Oui. autant faire autre chose quand même. Et je m'étais dit, ce jour-là, il faut que je parte. Donc, le problème, c'est que j'ai une clause d'exclusivité. Donc, ça veut dire que j'ai pas le droit de travailler pour qui que ce soit d'autre, ni de faire quoi que ce soit d'autre. Et j'ai une clause de bad leaver, c'est-à-dire celui qui quitte l'aventure au mauvais moment et avec les mauvaises raisons. Et en gros, ils ont le droit de me spolier 100% de mes actions pour 0 euros. Donc, si moi, je Ah, vais les voir en disant, je suis pas bien, j'ai envie d'arrêter, je perds tout. Du coup, ok. rationnellement, c'est quand même compliqué de leur dire ça, même si en fait, il fallait que je le fasse. Hein. J'ose pas le faire, et c'est eux qui viennent me voir pour me dire, bah, tu dégages. Donc là, il y a une discussion, une négociation qui se met en place. Donc sur le moment, je me dis, allez, je vais pouvoir faire autre chose. Mais ça, c'est sur l'instant. J'ai dû annoncer ça à mes salariés 48 heures après, sachant que personne n'était au courant à part mon associé, mes deux associés. J'ai pleuré au troisième mot. J'ai fait mon carton, on m'a coupé Slack et les mails à 12 heures, et je suis rentré chez moi. J'avais pas de plan B, pas rien d'autre à court moyen terme, rien en tête, et je suis vidé. Je suis vidé, je sais pas où je vais, je suis trop mal. Alors que, alors que sur le moment, je suis soulagé. Mais en fait, je me rends compte, mais qu'est-ce que je vais faire? Et d'ailleurs, pourquoi je me suis fait virer? Est-ce que j'ai jamais eu l'explication? Vraiment, j'ai fait mon autocritique, hein, j'entends plein de choses, je vois plein Mhm. de choses, mais j'ai jamais eu un moment face à face avec mes analystes pour qu'ils me disent pourquoi. Et je me retrouve à faire des trucs improbables. Hein. Je suis allé faire le Père Noël à la crèche de ma fille parce qu'il fallait un papa un mardi à 15 heures et qu'il n'y a aucun papa dispo un mardi à 15 heures. Je vais aller le faire, donc bon, expérience finalement cool dans l'idée. Ils m'ont passé mon costume, j'y vais, je suis trop content d'aller donner un coup de main. Tous les gamins trouvent ça génial, à part un gamin qui se met à pleurer direct et qui pleure tout le long, qui hurle, qui est trop mal. C'était ma fille. Énorme. Ouais, vraiment tout ce que je faisais à ce moment-là, je le losais, quoi. Pas Et, marrant. Et bah, le fameux pote Guillaume m'aide un peu en m'hébergeant chez lui, juste pour que je sois entouré de monde, que je prenne le café avec des gens, pour que je l'aide sur deux, trois missions. Et donc des copains m'appellent en me disant, bah tiens, t'es dispo, viens nous aider sur une mission ou deux. Donc je me remets en selle un peu comme ça, sans trop savoir où je vais. et je me permets, à ce moment-là, en situation de vie, ta fille, elle a quel âge? Et d'un point de vue, parce que quand on dit débarquer comme ça, il y a aussi un côté social où c'est difficile. Ouais, ma compagne me soutient à 300%,
Ça, c'est Ouais. cool. Elle l'a vu venir, elle est contente que je me fasse débarquer, elle leur en veut à eux à mort, mais elle considère que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et que j'ai rien à me reprocher. Donc ça, c'est cool. Elle me traite pas de nul, comme celle qui m'avait quitté Ouais. après la première boîte. D'accord. Et même si j'y crois pas, et même si je lui dis arrête de me dire que je suis trop fort, arrête de me dire que j'ai fait des trucs incroyables, parce que j'ai tout planté, regarde, j'ai plus de boîte, j'ai plus rien. Et en plus, ce qui est dur, c'est que dans la foulée de mon débarquement, il y a 24 salariés qui soit se font débarquer, soit partent d'eux-mêmes dans les 6 mois. Waouh. Ouais, ça c'est dur aussi, ça. Parce que tous les gens qui sont venus pour moi, pour ma méthode et pour ce modèle, il faut les changer. Et Ok. donc, eux qui n'ont rien demandé, qui sont pour rien de les voir débarquer, ça me fait pas du bien non plus. Mm. Mais bon, voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais de... Donc, elle me soutient à fond, et ma fille a bientôt 2 ans, et il y a un truc fou, alors moi je suis pas très papa, j'aime pas trop ça dans l'idée, j'en voulais pas. Mhm. Mais je veux pas qu'elle le ressente et j'ai tout fait pour qu'elle se sente aimée et tout, parce que elle a pas à souffrir de mes bêtises à moi ou de mes problèmes à moi. Et elle a senti que j'allais pas bien, elle m'a donné 10 000 fois plus d'amour. Alors c'est pas du tout le rôle d'un enfant, je l'attendais pas pour ça et j'ai fait attention de la protéger aussi, mais elle m'a empêché de sombrer pour elle. Parce que je pouvais pas devant elle sombrer, je pouvais pas, je voulais pas qu'elle se sente mal à cause de moi, mais elle a quand même ressenti des choses et elle me redonnait la patate. Dès que je la voyais, j'étais content. Et vraiment, Superbe. c'est quelque chose qui est, pour les gens qui me connaissent, surprenant de ma bouche, parce que clairement, c'était pas mon projet de vie que de faire vraiment des enfants. Je voyais pas trop l'intérêt que d'avoir des enfants. Je voyais plus toutes les emmerdes, toutes les contraintes. Ça n'empêche qu'il y en a, hein. Mais là, ma fille, Mhm. encore merci, parce que tu le sais pas, mais tu m'as bien aidé, euh, à me dire juste, arrête de t'écouter, arrête de dire que t'es nul, machin, parce que elle est là. Et pour elle, t'es le meilleur. Et pour elle, tu dois assurer. Et c'est comme ça que voilà, je me dis, bon, bah, il n'y a pas le choix, et je vais faire des choses, et je vais avancer aussi pour elle. Ça, c'était cool. Bon, Les enfants t'amènent à l'instant présent et ça, c'est leur grande force, entre guillemets. carrément. Comment tu rebondis alors suite puisque en plus, dis-moi si je me trompe, mais tu m'as dit décembre 2019, donc on approche tout doucement d'un moment avec un confinement et un truc comme ça. Ouais, mais ça, j'en sais rien encore. Effectivement, Oui, bien sûr, on ouais. parle d'une grippette arrivée en Chine, C'est ça. et qui est pas trop grave, mais qui est une grippette. Et là, quand même, j'ai en tête un truc dont j'avais déjà parlé, auquel j'avais commencé à réfléchir, mais de loin, j'étais intervenu, parce que j'avais plus le droit de donner de cours en tant que dirigeant de Tilki. Les investisseurs m'avaient Ok. interdit. Et j'avais réussi à négocier d'en donner à la Rocket School, qui est une école qui forme des commerciaux sur un format accéléré et qui leur garantit un job. Parce que je l'ai formé du coup à Tilki, là-bas. Et j'avais adoré cette école, un peu innovante, gratuite pour l'apprenant, mais avec un job garanti, avec beaucoup de projets pour qu'ils se fassent tous les jours, qu'ils apprennent en faisant, et pas de la théorie, et qui acceptaient tous les profils sans aucune discrimination. Et j'étais rentré de ça, même à la fin du cours, j'allais voir le fondateur de cette école en me disant, putain Cyril, c'est génial ce que tu as fait, bravo. J'aurais dû le faire moi, mais tu l'as fait, donc je le referai pas. Mais chapeau parce que l'idée est extraordinaire et je trouve que c'est très bien exécuté. Mais voilà, c'est resté dans un coin de tête. En me disant, putain, je suis un peu jaloux qu'il l'ait fait et pas moi, parce que je pense que j'aurais pu le faire bien aussi. Et je vais voir Sido, parce que je suis toujours actionnaire de Sido, j'ai plus de rôle chez Sido, mais je suis toujours actionnaire. Je vais voir la dirigeante de Sido et je lui dis, bah, ça ne te dirait pas que je crée une Rocket School pour former des digital learning managers, votre métier à vous, des concepteurs d'e-learning, parce que finalement, on commence à avoir pas mal de besoins. Vous faites que des Oui. projets un peu extraordinaires, un peu luxe, qui ont un impact fort, mais il y a aussi besoin de projets simples au quotidien dans les boîtes. Ça, vous ne les faites pas et vos clients vous les demandent. Ça vous dirait pas qu'on aille former des gens pour ces boîtes-là, qui soient un peu nos relais sur les projets du quotidien, qui soient aussi capables de mettre à jour, de maintenir ce qu'on crée nous chez Sido. Tiens, c'est pas con. Bon, après, ouais, j'ai pas dit, mais en fait, autant vous te le dire, la dirigeante de Sido, c'est ma compagne. D'accord. Ça aide Ouais, aussi. ça aide aussi. Et plus que le pas con, je suis même pas sûr qu'elle y croyait vraiment au projet. Mais elle me dit, vas-y, relance-toi. Je te fais confiance. Je sais que tu feras un truc bien. Et je crois que c'est presque plus pour ça qu'elle me dit go, plus que pour le projet en lui-même, où elle me dit, moi, par exemple, ne compte pas sur moi hein, pour y bosser. Je viens de faire un ping-pong de temps en temps, mais moi, j'ai ma boîte à faire tourner. Mais ok, je te finance le truc et si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là pour toi. Et je crois que ça a été vraiment, enfin, tu vois, c'est une belle preuve d'amour aussi, C'est clair. où un, elle m'a déjà fait confiance, et deux, elle m'a dit, bah, pourquoi pas. Alors que c'était bancal, hein, j'avais écrit une page de business plan, tu vois, c'était tout simple. Et je sautais complètement dans l'inconnu.
je lui dis, du coup, en plus, moi, je ne sais pas travailler seul, donc il faut que je travaille avec quelqu'un, donc il faut que j'embauche quelqu'un pour bosser avec moi. J'embauche Rachel en avril 2020, donc en plein confinement, et je dis à Rachel, et j'annonce sur LinkedIn, on va lancer une école le 15 septembre. Mi-avril 2020, du Wow. coup, on ne s'est pas vu avec Rachel, on travaille à distance. On ne sait pas si on pourra ouvrir une école physiquement en septembre, mais voilà. On n'a pas de lieu, on n'a pas encore de programme, il faut qu'on crée. On a une partie des intervenants, parce que ceux de SIDO sont capables d'intervenir, vu que c'est leur métier, mais il faudra en trouver une deuxième partie. On n'a pas encore les financeurs, parce que faut bien que quelqu'un paie cette formation. Mais moi, le principe de base, c'est que ce soit pas l'apprenant qui la paye. J'ai pas d'employeur encore, parce que je veux aussi qu'il y ait un job garanti pour chacun de mes étudiants qui rentrent avant même qu'ils rentrent, qu'il y ait une boîte qui s'engage à les prendre. Et j'ai pas non plus de candidat. Et j'ai 4 mois. Et juste une question, mais vraiment, Rachel, tu la connaissais d'avant ou pas du tout? Tu l'as même embauchée sans la connaître Embauché sur entretien Zoom. Énorme. Énorme. Donc tu crées un truc vraiment où tu pars de zéro, zéro et tu crées tout. Ouais, bon, on avait quand même le modèle de la requête, hein, donc on a beaucoup dupliqué des choses qu'ils faisaient. Ils m'ont pas mal aidé d'ailleurs. Ah, Mais après, fait à notre sauce sur un nouveau sujet. Et le 15 septembre, on a face à nous 22 étudiants. Ils l'ont pas su, mais j'ai wow. une petite larme qui a coulé à la pause où moi, je me sentais encore vraiment une sous-merde. Et eux m'avaient fait confiance à 300%. Ils savaient pas où ils mettaient les pieds. C'était la première promo. Personne n'avait fait ça. Dans un lieu en plus qui était pas ouf, parce que pour la première promo, on n'avait pas les moyens et on avait trouvé un truc à l'arrache un peu dernière minute. Et ils me donnaient un peu leur vie, quoi, en mode, ils avaient entre 30 et 35 ans de moyenne. Ok, on vient se former 3 mois chez toi pour derrière partir dans une boîte qu'on ne connaît pas vraiment. On ne sait pas sur quel métier, parce qu'on ne connaît pas ce métier du tout. Par exemple, dans la promo, j'avais un ancien responsable de supply chain, j'avais une traductrice, une graphiste spécialisée dans les films anciens pour les rendre plus modernes. Enfin, j'avais des profils très différents et Digital Learning Manager, ça leur parlait absolument pas. Donc on leur a donné deux, trois clés, mais ils savaient pas ce que ça allait être, quoi. Et on avait 3 mois pour les rendre bons. Et donc pareil, des employeurs, 22 employeurs qui m'ont dit, Sylvain, ok, je te les embauche, je te garantis, je te signe pour chacun d'eux une promesse d'embauche avant même qu'ils soient formés. Ah, et tu avais réussi à trouver les 22, les 22 places, entre guillemets, en entreprise. Ouais, ils avaient tous signé une promesse d'embauche avant de Wow. démarrer. Donc juste sur soft skills, juste sur leur savoir-être et leur motivation. Mhm. Et derrière, il fallait en plus qu'on les forme et Wow. qu'ils soient bons, parce que moi j'ai engagé l'image de ma boîte. Sido, c'était 1,5 million de chiffres, 18 collaborateurs. Et évidemment, les employeurs faisaient confiance à Sido. Les 22 premiers employeurs, c'est nos Oui, oui. clients, nos partenaires, nos copains. Et derrière, Ouais. Ouais, c'est je peux normal. pas leur envoyer n'importe qui non plus, tu vois. Donc j'ai une pression là qui démarre maintenant à la fin, il faut qu'ils soient tous très bons. Voilà, mais Et c'était dingue. Comme aventure, c'était dingue. Et en plus, cette première promo, ça restera la première à jamais. bien sûr. On a tissé des liens très forts avec eux. On se voit encore d'ailleurs. J'en ai embauché une sur les 22 aussi, parce que sa boîte s'est pas bien passée et on l'a récupérée chez Sido. Et en plus, on a eu le reconfinement au milieu de promo, parce que début novembre Ah oui. 2020, et là, on ferme l'école en disant on prend pas le risque, parce que moi, je chope le Covid, un étudiant chope le Covid aussi. Donc, on dit non, on prend pas le risque qu'il y en ait d'autres qui le chopent. On sait pas trop ce que c'est, il n'y a pas encore de vaccin, hein. Ouais, ouais, Et donc, ouais. on a fait 7 semaines en présentiel, 7 semaines à distance. Waouh. Donc ils ont 3 mois pour se former. Ils en font une partie à Et on n'avait distance. pas prévu la partie à distance. Ah bah oui, j'imagine bien. J'imagine bien que dans ces moments-là, C'était une première promo. c'est Donc, pas après, on prévu. a fait, hein, ça s'est plutôt bien passé, mais il Ouais. fallait quand même tout réadapter pour faire des classes virtuelles de grande qualité, alors que du jour au lendemain, on a fermé l'école, quoi. Et pour ceux qui sont un peu novices et qui arrivent sur le podcast, alors moi sur la partie digitale, je suis un peu plus dedans, donc je comprends, mais est-ce que tu pourrais expliquer simplement à quoi tu formes les personnes pour que les gens comprennent un petit peu ce que ça veut dire Digital Learning Manager? Ça va être des responsables de formation avec une spécialité numérique. Ils sont capables de créer des e-learning de qualité, capables de mettre en place une plateforme pour diffuser les e-learning et s'assurer que tout le monde ait accès, puisse faire ses quiz, puisse être certifié à la fin, puisse animer une communauté. Donc, c'est vraiment mettre en place une stratégie de formation qui ne soit pas uniquement présentielle. Et où on peut Ok. hybrider la formation, comme on dit aujourd'hui. Et ils sont capables de créer les contenus si besoin. Ils sont capables de créer des learning, concevoir un storyline, qui est l'outil aujourd'hui numéro un pour créer des activités Mhm. un peu gamifiées, un peu sympas, et qui sont capables de faire potentiellement de la simulation de dialogue avec un pitch boy, ou de créer un quiz avec un Kahoot, ou de faire de l'apprentissage par l'erreur avec du Didask.
Et ça, c'était aussi l'un des autres principes de l'école que j'avais trouvé cool à la Roquette, que j'ai reproduit. J'ai négocié avec une trentaine d'éditeurs logiciels, ce que je trouve le meilleur sur le marché, des licences gratuites pour mes étudiants pendant toute la formation. Pour que ce soit pas juste, on te présente Storyline, mais tu vas faire des cas pratiques dessus et tu vas le prendre vraiment en main et à la fin, tu sauras faire. Tu seras pas un expert parce que tu auras passé 4 jours dessus, mais c'est déjà Mhm. beaucoup plus que la plupart des gens sur ce marché. Ok. Ouais, donc il y a une vraie démarche dans ton approche qui est celle de dire c'est une vraie formation pratico-pratique et même si elle est intense et rapide, ils ont la majorité des éléments dans les Alors mains. ça, c'est intense, hein. C'est un peu un modèle prépa. Ouais. Tu as 7 heures de cours par jour, sachant qu'on a peu de théorie au final, c'est beaucoup de choses à faire et que c'est pas toujours Mm. fini. Parfois, tu finis chez toi. À la fin, tu dois Ouais. créer, on te demande de créer un dispositif de formation hybride ou 100% asynchrone, donc 100% en ligne, sur un Mhm. sujet pour ton employeur, donc, ou un sujet de ton choix, avec une expérience apprenante qui doit durer à peu près 1 heure minimum et on est avec la meilleure expérience apprenante possible. Il faut qu'on s'éclate à suivre ta formation, qu'on ait appris des choses et mémorisé. Donc, il faut que tu aies évalué, enfin, faut que tu aies préparé l'évaluation, que tu aies mis en place tout ce qu'il fallait en termes de com pour être sûr qu'on aille dessus. C'est un taf de malade. Ils ont 10 jours de temps homme pour le faire. Ils font 10 jours, nuit et jour. Et à la fin, on a des trucs sensationnels. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent Ouais, tester, je j'ai te vu. donnerai le lien. Euh, Ah oui, on leur a fait faire, alors même pas à la fin de la promo, là, parce qu'on a changé de modèle, maintenant on est passé en alternance. Et ils ont d'accord. 5 semaines de formation initiale et après 1 semaine toutes les 6 semaines. Et à la fin des 5 premières semaines, avant de les envoyer chez l'employeur, ils doivent créer une formation e-learning sur un de nos 6 LMS partenaires avec les outils simples du marché qui sont Canva, Geniali et les outils auteurs qui sont intégrés dans les LMS Mhm. sur un sujet qu'on leur impose. Et ça va faire le lien avec la suite. Le sujet était la lutte contre la désinformation ou comment retrouver l'auteur d'une citation, comment sourcer une image et comment débunker un article. Et donc, il y a 4 chapitres. Le premier sur c'est quoi des informations, quels sont les risques juridiques à désinformer. Et après, les citations, les images et les vidéos et les articles. Et qu'ils ont fait, franchement, ce qu'ils ont produit, c'est vraiment canon. Moi, je trouve qu'on passe un très bon moment dessus. C'est dur, mais en même temps, on est guidé. J'enverrai le lien parce que s'il y en a qui veulent tester, j'ouvre des séances régulièrement gratuitement dessus. Il y en a qui veulent monter en compétence sur ce sujet. Et quand tu dis il y a un lien, c'est que c'est là où t'es venu l'idée de créer cette association sur la désinformation, ou tu faisais déjà partie de cette association. Enfin, je ne sais pas quelle en est l'origine. L'origine, c'est. Bon, je suis fan de LinkedIn. Le Bahut, d'ailleurs, est né un peu sur LinkedIn, hein. J'ai commis que sur LinkedIn, sur aucun autre réseau. Aujourd'hui, 35% de nos candidats viennent de là. Et c'est un réseau que j'aime bien. Et parfois, je suis un peu impertinent, mais j'adore ce réseau-là. J'aime bien ton impertinence. C'est aussi ce qui fait que j'ai apprécié de t'avoir sur le podcast. J'aime ça. Ouais, je dis ce que je pense. Je suis pas justement le bisounours bienveillant qu'on peut beaucoup avoir sur LinkedIn, qui est cool aussi, hein. Quand je suis pas d'accord, je Mm. tendance à le dire et à pas mâcher mes mots. Toujours dans le respect de l'autre, hein, j'essaye en tout cas. Mais j'apprends beaucoup de choses sur LinkedIn. Il y a des créateurs de contenu géniaux. Pour autant, à côté de ça, il y a des gens qui se foutent un peu de la gueule du monde, notamment au départ par le plagiat. Parce qu'on trouve beaucoup d'histoires inspirantes qui sont plagiées. L'histoire de la meute des loups, l'histoire de la grenouille que tu mets dans la casserole et à petit feu qui reste dans la casserole. Toutes ces histoires-là, en fait, sont des fables inventées sur Internet, sur d'autres réseaux, par d'autres créateurs qu'on oublie de citer et qui sont dupliquées à foison, en plus d'être fausses. Et avec un copain, on se prend un coup de sang et on crée CopyPost, du coup, une page entreprise sur LinkedIn, pour se moquer des plagiaires. Et donc, on demandait aux gens de nous taguer copy-post sous les publications qu'ils pensaient et fausses et plagiées, et nous, on trouvait la vanne un peu cool, plus la justification de pourquoi c'était faux. Donc voilà, on s'amuse bien à faire ça, on a une grosse communauté, bon, c'est un peu vénère, un peu hater, mais on s'amuse. Et l'objectif est un peu pédagogique pour que les gens arrêtent de recopier n'importe quoi, et quand ils recopient, soit au moins ils mettent la source, ou ils vérifient avant de recopier. Et Ouais. là-dessus, bah, ça, on démarre ça en août 2019. Ouais, août 2019. Et bah, il se passe ce qui se passe en 2020. Et LinkedIn Oui. a l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que c'est un réseau où, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous pouvez faire un carton. Vous n'êtes pas limité par votre audience initiale. Et c'est un algorithme qui, si votre post est vraiment très bien, bah, il va marcher. Inconvénient, il est très peu modéré.
Du coup, pas mal de désinformateurs de Facebook et Twitter, où ils ont été bannis là-bas, se sont retrouvés sur LinkedIn parce qu'ils pouvaient continuer à raconter leurs conneries en toute impunité, sans aucune modération. Et on s'est dit, autant sur Facebook et LinkedIn et Twitter, il y a quand même une petite ligne bleue qui dit attention, sur ce sujet, Oui. voici les informations officielles. Sur LinkedIn, il n'y a rien. Et on s'est dit, il faut qu'on ait ce rôle-là. Donc, c'est un copain avocat qui nous aidait un peu chez Copypost parce qu'on s'est fait traiter de tous les noms, on a reçu des menaces de mort. Enfin, Ah oui, ouais, carrément. ouais. Sur LinkedIn. Ok. Et qui me dit, Sylvain, en fait, c'est cool Copypost, moi j'adore, je trouve ça très marrant. Par contre, il y a quand même un autre sujet qui sont les fake news et qui ne sont pas des plagiats, mais autour du Covid, autour de plein d'autres sujets, et des sujets Ouais. dangereux en fait Mhm. pour la population. Il faudrait qu'il y ait une version alternative qui propose, voilà ce que dit aujourd'hui la science. Ça ne veut pas dire que vous êtes con, ça ne veut pas dire que vous avez tort. En tout cas, d'affirmer ça aujourd'hui, bah, c'est compliqué parce qu'on ne le sait pas. Scientifiquement, ça n'a pas été démontré. Voilà pour l'instant ce que la science sait. Voilà en gros l'approche de C'est vrai ça au début. Et pareil, on dit aux gens de nous taguer quand ils voient quelque chose d'extraordinaire, de surprenant ou de bizarre. Ils mettent en commentaire C'est vrai ça, en taguant la page C'est vrai ça. Nous, on reçoit une notif et on bosse entre 10 minutes et 2 heures par sujet pour essayer de démêler le vrai Wow. du faux et partager un retour cordial, neutre et pédagogique. On s'interdit d'être insultant, diffamant, menaçant, évidemment. Le but, c'est voilà ce que la science dit pour l'instant, voilà ce que. Alors après, parfois, là, il y en a un aujourd'hui qui était un peu drôle, sur un super appareil inventé par une Ivoirienne qui permet de lutter contre les addictions. Tu te mets un faisceau laser dans le nez qui va toucher la dopamine dans ton cerveau et te permettre d'être moins addict à la drogue, à l'alcool, à ce que tu veux. Et innovation de l'année, ça va être incroyable, ça va changer le monde. Alors, franchement, j'adorerais y croire. Enfin, j'adorerais que ce soit vrai, tu vois. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a paru bizarre. C'est clair. Mais il y avait déjà 500 likes sur le truc. Oh là De là. gens qui trouvent. Mais franchement, ça s'encourage si c'est vrai que ça marche, c'est Ouais, ouf. bien sûr, bien Et sûr. derrière, elle te dit qu'elle a des certifications de la FDA, de machin. Tu te dis, waouh, non, ça a l'air sérieux. On a retrouvé la machine, elle se vend sur AliExpress et c'est une machine anti-ronflement. Alors, je pense que ça marche pas Déjà, plus. AliExpress, c'est pas un bon signe, hein, Ouais, déjà, par principe. ça marche pas plus pour les ronflements que pour les addictions. Et de toute façon, un faisceau laser que tu mets dans le nez, ça va pas du tout atteindre le cerveau, ça va pas du tout toucher tes neurones, et donc c'est une énorme blague. Non. Mais là, on s'est permis d'être un peu moqueur, et je crois que notre phrase introductive du commentaire, que j'ai pas écrite moi, mais qui est quand on a lu ce post, notre alarme à caca a fait bouger les murs de notre maison. J'aime bien, j'aime bien l'approche. J'aime bien Et on a l'approche. conclu Et par il ne manquerait plus que ce soit finançable par le CPF pour avoir le bingo complet. Un truc comme ça. bravo, bravo, parce que le fait de glisser le CPF, c'est pas Ouais, mal. il fallait. C'est pas mal. Et dans l'idée, c'est vraiment, vous êtes sous forme d'association, c'est-à-dire que c'est du temps que vous passez pour aider à lutter contre la désinformation ou au fake ou au copy-post. C'est du temps que vous passez, votre temps libre, entre C'est guillemets. 100% bénévole aujourd'hui. On est financé par personne. On ne le souhaite pas pour garder Ouais. notre totale indépendance. Pour que ça reste aussi un Ouais. plaisir. On a ce côté, alors on n'a pas le fric, mais on a fun et foi. On veut pas qu'on nous impose des sujets, qu'on nous impose de faire ça à plein temps. Pour l'instant, on fait ça quand on a envie, quand ça nous fait marrer. Alors on essaie de faire un maximum, hein, parce que les gens nous taguent et attendent qu'on les aide aussi. Ouais, Mais ouais. ça reste un truc fun. On verra si un jour il faut le réfléchir autrement. Pour l'instant, on est quand même une trentaine dans l'assaut. On est Ah oui, 8 à ok. rédiger et 30 à vérifier ce qui a été rédigé par les autres. Parce que c'est important aussi d'avoir nos propres censeurs et nos Ouais. propres vérificateurs internes pour pas dire trop de bêtises, parce que ça pourrait nous arriver. Si ça nous arrive, on le dira, hein. On assumera nos bêtises, c'est aussi le but du jeu. Mais ça nous arrive aussi souvent de dire on ne sait pas, on n'a pas trouvé l'info, et désolé, on ne peut pas vérifier ce sujet. Donc voilà le Ok. but de l'assaut. Et on s'est mis en assaut pour se protéger juridiquement en cas d'attaque par quelqu'un qui se sentirait diffamé ou en cas de menace de mort, parce j'ai aussi reçu des menaces de mort à titre perso pour avoir fait un debunk. Et du coup, en tant qu'association, c'est plus facile de nous défendre qu'en tant que personne individuelle. Oui.
Ouais, ok. Et dernièrement, j'ai vu que tu avais mis un post, et là, je ne sais pas si c'est à titre perso ou si c'est aussi avec l'association, sur les risques autour de... on est un peu sur de la désinformation, sur ces fameuses boissons où il y a du mélange entre de l'eau, de l'alcool et autres, et qui fait croire que c'est pas de l'alcool alors que c'est dangereux. Il y a aussi cette vocation d'apprentissage derrière, d'alerte, entre guillemets. Ouais, je sais pas, il y a pas de. Je sais pas pourquoi je fais ça, honnêtement. Enfin, si je sais, la réaction, c'est j'ai vu cette pub en bas de chez moi, parce que, à pied, Ouais, sur un panneau JC Déco. Et ça m'a fait tilt de dire merde, on fait de la pub pour de l'eau gazeuse avec de l'alcool. C'est quoi ce ouais, truc? Et la bouteille ressemble à un iced tea. Donc clairement, tu te balades avec ça dans la c'est rue, on vrai. sait pas que c'est de l'alcool, c'est pas du tout de la bière. Je suis Mm, pas sûr que tous les caissiers soient formés à savoir qu'il y a de l'alcool là-dedans. Donc tu passes à mm. 14 ans avec ça, bah, c'est possible qu'on t'accepte. Ça coûte 2,50 € la canette, hein. C'est que dalle. C'est le Wow. prix d'un coca ou presque. Ouais, ouais. Et bah, clairement, du coup, j'ai ça, je le prends en photo. Et ça reste dans un coin de tête. Et un jour, la marmite explose. Et je passe 4 heures à aller rechercher un peu de d'où ça vient, pourquoi c'est fait, est-ce que ça marche ou pas, qui est derrière ça. Bon, derrière ça, il y a Coca, hein, entre Ouais, autres. c'est ce que j'ai vu. Ouais. Et Pernod Ricard, où il y a clairement, enfin, c'est dit par les études scientifiques, hein, c'est un moyen de t'amener à l'alcool. Et pour avoir goûté, parce que du coup, je suis allé jusqu'à en acheter, c'est pas mauvais, hein. Tu sens pas du tout Ah ouais, l'alcool. T'en bois trois, t'es bourré. C'est comme des bières, hein. ah, c'est ça le danger. Et du coup, bah, t'as l'ivresse sans le mauvais goût, mais tu prends goût à l'ivresse, du coup. Et bah, à 14 ans, c'est cool, tu prends goût à l'ivresse et tu pourras passer sur d'autres choses par la suite. Donc oui, ça a été démontré scientifiquement que de toute façon, à partir du moment où tu démarres, bah, ça va t'amener vers d'autres choses. Et du coup, je trouve ça gravissime, en fait, que de sortir des boissons comme ça, où clairement, vu les pubs, vu les personnes qu'il y a sur les pubs, tu cibles les ados et post-ados, quoi. Donc là, c'est Ouais, et puis tu commences à créer une addiction. ouais, tout à fait. Donc là, c'est le coup de gueule perso. Alors, je bois de l'alcool, hein. J'adore le bon vin, la bonne bière, hein. C'était ma Mhm. première réponse. Donc voilà, je suis pas non plus pour interdire l'alcool, c'est pas le sujet, mais on sait que c'est comme une drogue, on sait que c'est pas bon pour la santé, et je trouve ça triste qu'on en fasse de la pub dans la rue en visant les jeunes. Et avec ces marques-là, où je trouve ça ouais, vraiment dommage de faire ce genre de truc. Donc là, c'est le petit coup de gueule perso ça n'a rien à voir avec c'est vrai ça, parce que c'est pas de la désinformation, mais c'est mes petits engagements à moi, ou quand je vois un truc qui me paraît bizarre. Alors, celui d'avant, tu vois, c'était sur Actimel. Et, et là, alors c'est un peu lié à CRSA, Actimel, c'est que je vois des pubs dans Lyon, toujours en bas de chez moi sur mon panneau JC Déco, enrichis en vitamine D. Et des pubs qui sortent en plein Covid. Et je sais pas si tu te souviens, mais certains des informateurs, disaient qu'en fait, fallait pas besoin de se vacciner, il suffisait de prendre la vitamine D pour ne pas choper le Covid. C'est vrai, c'est vrai. Et là, je me dis, la pub, elle joue sur un truc tendancieux. Et je me souvenais qu'en tant que gamin, il y avait eu un scandale autour d'Actimel, comme quoi c'était quand même de la merde. Donc pareil, photo, la Mm. marmite explose, je me prends une demi-journée ou une journée pour écrire mon post. Effectivement, en 2009, ils ont eu l'interdiction d'écrire que ça avait la moindre impact sur les défenses immunitaires ou sur la santé. Ils ont fait plein de recherches, Danone, ils ont financé plein de recherches pour essayer de démontrer que ça faisait quelque chose. Ça ne fonctionne que dans un cas, c'est si tu as une diarrhée fulgurante et que tu es hospitalisé, tu récupéreras un peu plus vite en buvant des Actimel que si tu n'en bois pas. Ok, bon, c'est limité quoi. Ouais, clairement, c'est pas pour te renforcer tes défenses immunitaires à l'approche de l'hiver où il faut donner ça aux gamins. En plus, en creusant le truc dans une petite bouteille Actimel, un tout petit truc là, qui est bon aussi d'ailleurs, c'est un peu addictif ce truc-là. Mm, Pour mm. un gamin, tu as 50% des apports journaliers recommandés en sucre Waouh. dans une micro-bouteille. Ah ouais. Sachant que le truc, Ah, c'est pas t'en prends rien. deux, hein, parce que c'est bon. Ouais. Donc, en deux bouteilles, ça y est, t'as tes apports en sucre de la journée. T'as pas commencé ta journée que t'as déjà trop de sucre. Et en Nutri-Score, ils sont notés B, mais parce qu'ils sont considérés comme aliments et pas comme boisson ni yaourt. En boisson yaourt, ils seraient E, Oh là là. et ils ont réussi à se foutre dans autre chose. Enfin, plus je creuse, plus je vois que c'est crado, et qu'ils ont le droit d'écrire que enfin, ça aide les défenses immunitaires, parce qu'ils ont mis cette fameuse vitamine D. Et que du coup, on est en carence, ça c'est vrai, dans les pays du Nord notamment, où il y a moins de soleil, et que c'est pas bien pour la santé de manquer de vitamine D. Donc eux, ils surfent là-dessus, et ils ont le droit par la Commission européenne, vu que
ça couvre plus de 30%, plus de 25% de tes apports journaliers recommandés en vitamine D. Ils ont le droit de dire que ça augmente tes défenses immunitaires. Et donc, j'avais fait un post là-dessus en disant aux parents, faites gaffe quand vous donnez ça à vos gosses en pensant faire un truc bien, parce qu'en fait, pas sûr que ce soit vraiment un truc bien pour eux. Voilà. Ouais. Ouais, enfin, franchement, merci parce que ça aide. Et si ça peut aider, on va prendre l'exemple 10 personnes qui prennent conscience d'eux et qui arrêtent de faire consommer ce genre de choses, c'est déjà ça, quoi. Et ne serait-ce que pour les boissons, de l'eau avec l'alcool, parce qu'on sait qu'après, derrière, les ravages que ça crée, on en parle moins sur l'alcool, mais c'est aussi impactant que d'autres drogues. Avant de terminer et de parler sur la suite pour le bahut, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le livre que tu as écrit sur le pacte des futurs parents, parce que tu as appuyé sur un sujet qui est souvent tabou, et là je fais un clin d'œil à mon frère parce que c'est un des sujets qu'il aborde avec son podcast Histoire de Daron, mais le fait d'être capable de dire, à la base, je voulais pas d'enfant et je ne vais pas ne pas donner d'amour à cet enfant, mais pour autant, j'ai le droit d'affirmer que je voulais pas d'enfant et j'ai découvert la raison pour laquelle tu as publié ce livre. Et moi, je trouve ça génial parce qu'au fond, ce que tu as écrit, ce pacte des futurs parents, c'est pour moi la meilleure manière d'encadrer une équipe, de suivre une équipe, de structurer, c'est d'être capable de se mettre un cadre d'organisation. Et là, c'est un peu ce que vous avez fait. Donc, si tu peux en parler 5 minutes pour expliquer l'origine et le contenu de ce livre. À l'origine, c'est qu'on a failli se séparer avec ma compagne parce qu'elle voulait absolument un enfant dans son projet de vie, que moi, j'en voulais absolument pas pour plein de raisons. J'avais plein de bonnes raisons, elle avait plein de bonnes raisons aussi, que je suis allé interviewer une centaine de jeunes parents, que plus je les interviewais, moins j'avais envie de faire d'enfants parce que beaucoup s'étaient séparés dans les 3 premières années de l'enfant. Jamais à cause de l'enfant, mais à cause d'un déséquilibre créé dans le couple. Et du coup, ça a renforcé mes peurs. Qu'on se fait aider par une psy qui nous dit, mais tes peurs, Sylvain, elles sont légitimes, écris-les, et à deux, essayez de mettre en place des choses pour éviter que ça se passe mal. Et donc, on se met à écrire en fait, notre pacte comme ça, et, et du coup, on voit tous les sujets, tous les soucis qu'il y a pu y avoir chez nos copains, de choses très très bêtes. Alors tiens, je vais commencer par le truc qui choque tout le monde, mais qui est finalement super important, le sexe. Comment tu fais l'amour pendant la grossesse? Comment tu fais l'amour en fin de grossesse? Comment tu fais l'amour en postpartum? Tu gardes des relations physiques, intimes? Et comment tu fais l'amour après? Parce que ton corps a changé, parce que tu as moins fait. Et le sexe, on sait bien que moins on fait, moins on a envie. Parce que, pour plein de raisons. Et bizarrement, autour de nous, chez les parents qu'on a interviewés, parce que c'était une cause de séparation forte, hein, ou en tout cas la petite goutte d'eau qui faisait déborder, c'était plus les femmes qui se plaignaient que leur conjoint ne les touchait plus. Alors que dans les médias, dans les séries, dans les films, c'est souvent le mec qui dit ouais, maintenant c'est une maman et on fait plus l'amour. Autour de nous, en tout cas, les gens qui se plaignaient de plus faire l'amour, c'était les mamans. Et ça a été un des trucs qu'on a écrit. On a appelé ça, alors c'est pareil, ça va te faire hurler, hein, le minimum hygiénique. Je l'ai vu dans ton TEDx, donc voilà, effectivement, j'ai vu que ça faisait réagir dans la foule. Parce que, en fait, on a tous des besoins et on en a parlé. Alors, on avait déjà parlé, nous, avant en couple, hein, parce qu'on n'avait pas le même niveau de besoin. Et on s'est déjà mis d'accord sur un rythme, entre guillemets, en disant, bah voilà, en dessous de ce rythme, on se met en danger. Et là, du coup, bah, on a réécrit ça et on a essayé de trouver des solutions alternatives pendant les périodes où on ne pouvait pas faire de façon traditionnelle, ou pas, mais au moins, on s'est mis d'accord. Tu vois, on s'est dit clairement les choses. Après, on a parlé de l'argent, de qu'est-ce qu'on avait dépensé, des vacances. Moi, c'était super important pour moi qu'on continue à avoir des vacances à deux, et du rythme de la semaine. C'est notre rythme à nous, chacun son rythme, il n'y a pas de bonne façon de faire. Surtout ce qu'on dit dans le bouquin, c'est ça, hein, c'est nous, on donne pas notre pacte à nous, on donne toutes les questions qu'on s'est posées, tout ce qu'on a Bien vu sûr. autour de nous comme solutions qui ont pu être mises en place, à vous de trouver les vôtres. Et tant que vous êtes d'accord ensemble sur cette solution, c'est que c'est la meilleure. Nous, notre solution, c'est il y a 2 soirs par semaine chacun où on est responsable de l'enfant. Et on ne peut pas demander à l'autre quoi que ce soit. Donc on a 2 soirs où on est libre, l'un et l'autre. Et pour moi, c'était important que ma compagne reste libre aussi, qu'elle puisse continuer à voir ses amis, qu'elle puisse continuer à faire son sport, qu'elle puisse continuer à faire des déplacements si besoin pour aller voir des clients, et qu'elle ne se dise pas, bah, tous les soirs, il faut que je rentre parce que j'ai un gamin. Parce que voilà, la philosophie du bouquin, c'est quand tu fais arriver un enfant, tu déséquilibres la balance où il y avait à l'époque seulement deux couples, toi et le couple, où il fallait déjà trouver un Mhm. compromis avec ces deux entités. Tu en crées une troisième qui est la famille. Et à chacun de trouver son équilibre, hein. Tu peux mettre 100% sur la famille pendant 5 ans parce que c'est ton délire. Moi, je voulais pas. Moi, je pouvais pas. J'avais dit, si ton délire, c'est
tout est tourné sur l'enfant. À partir du moment où on en a un, je vais mourir. Moi, je veux continuer à exister à titre perso et je veux continuer à ce qu'on existe en tant que couple. Qu'on ait des moments ensemble, qu'on ait des restos ensemble, qu'on ait potentiellement des vacances ensemble, mais qu'on ait aussi des vacances l'un sans l'autre avec des copains. Et donc voilà, on a écrit tout ça avec nos rythmes à nous, nos règles à nous, mais aussi nourriture bio ou pas, école privée ou pas, euh, Ah, vêtements d'occasion ou vêtements neufs, enfin, tous ces sujets qui peuvent être des sujets de tension dans les couples, parce que c'est très culturel, c'est très lié à l'éducation de chacun, et ce qui est évident pour l'un ne l'est pas toujours pour l'autre, et ça on a tendance à l'oublier, parce qu'on a été éduqué comme ça pendant 20 ans. Donc le fait, tiens, l'exemple con, entre nous deux, c'est la nourriture et l'assiette. Moi, on m'a appris à ne jamais rien laisser dans une assiette. Je suis incapable, ça me rend malade de laisser quelque chose dans une assiette, quitte à me rendre malade à trop manger, hein. Ma compagne, au contraire, on lui a appris, si t'as plus faim, tu laisses. Du coup, dans son assiette, il reste toujours quelque chose. Ça m'a énervé en tant que couple. Donc, normalement, bah, j'ai passé outre. Euh, si tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Notre enfant, eh ben oui. ce sera quoi? Ce sera, on lui impose de finir avant le dessert? Ou si elle a plus faim de sa purée saucisse, elle a le droit de passer au dessert. Et on s'est mis d'accord avant. Je dis pas qu'on a mis en place la bonne solution, mais on s'est mis d'accord avant pour pas s'engueuler une fois que l'enfant serait là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des règles qui ont changé entre la rédaction du pacte et aujourd'hui, parce qu'on s'adapte aussi. Mais sur les grandes lignes, sur le point B auquel on veut arriver, on l'a, et on l'a toujours en ligne de mire, on l'a pas bougé. On a fait des détours, mais on sait toujours où on va. Et du coup, pour l'instant, je touche du bois, notre couple va bien, et on se parle. En fait, le pacte, il sert juste à se parler, hein. Alors, on l'a écrit pour de vrai, mais il sert surtout à se parler, parce que quand tu veux changer une règle, bah, tu es obligé d'en parler avec l'autre, pour que l'autre soit aussi d'accord de changer la règle. C'est top, c'est top. Vraiment, enfin, je conseillerais même d'aller au-delà et de se dire que quand on gère un groupe, quand on va en vacances ensemble, etc., c'est une super base de travail avec d'autres questions forcément, mais le fait d'aborder les sujets et de mettre le doigt sur le sujet qui pourrait fâcher au moment où on est en émotion, c'est bien de le faire avant. Ce livre est toujours en vente, toujours Toujours dispo? dispo, publié par Erol. Ok. On s'est pas Bah mal écoute, on fait mettra le lien dans les notes du podcast. insulté par les catholiques qui considèrent que le conte de faire un enfant, c'est extraordinaire et qu'il n'y a rien à préparer, que c'est la magie, et qu'on verra tout sur le Ouais. moment. Par contre, c'est plutôt des parents qui ont déjà vécu l'aventure qui disent on aurait dû faire ça. Donc c'est dur pour des jeunes parents parce Ben qu'on se oui. pose pas toujours ces questions. C'est un peu comme quand on s'associe pour créer une boîte, on se dit pas qu'il va y avoir des problèmes, c'est peut-être pas plus mal, hein. Mais du coup, ça n'a pas eu le succès qu'on imaginait, parce qu'en même temps, c'est très dérangeant et je le comprends. Euh, Oui. il faut bien se connaître avant de commencer ce bouquin. Si vous savez pas ce que vous voulez, si vous savez pas où vous voulez aller dans la vie et que vous avez déjà lancé un enfant, le bouquin sert à rien parce que la première des questions, c'est qu'est-ce que voulez-vous? Et Oui. si tu sais pas, bah en fait, tu sais, bah, tu vas te laisser vivre et pourquoi pas, hein, c'est une très bonne façon de vivre les choses aussi. Mais nous, on savait très bien ce qu'on voulait. On a eu un enfant tard. Moi, j'avais 35 ans, ma compagne 32. Du coup, on savait ce qu'on voulait l'un et l'autre et ce qu'on était prêt à lâcher, ce qu'on n'était pas prêt à lâcher. Bah écoute, merci pour ce livre et cette explication. Pour terminer sur le podcast, où en est le bahut aujourd'hui et c'est quoi l'avenir du bahut? Qu'est-ce qui a, ce que tu m'as dit, ce qui avait changé, c'est que maintenant il y a une forme d'alternance et c'est quoi là, puisqu'il y a peut-être une nouvelle promo là qui démarre en septembre, puisqu'on enregistre, on va le dire, le 18 août. Je pense que ça sera diffusé après la rentrée, hein, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des perspectives par rapport au bahut? Prochaine promo le 14 novembre. On sait pas, en septembre, on se fait D'accord. des promos quand on a envie. Ça, c'est Ah, cool. c'est bien, c'est une bonne idée aussi, c'est très bien. Et ce qui fait que des gens qui sont malheureux dans leur formation peuvent venir nous rejoindre même s'ils ont commencé autre chose. Bien joué. On travaille là pour lancer une nouvelle formation en 2023 d'administrateur LMS. Donc, c'est le responsable de la plateforme de diffusion des e-learning, de responsable qualité et de spécialiste de l'évaluation. Parce que le gros avantage de la formation à distance, c'est qu'on peut évaluer. On peut un peu plus savoir si les gens ont passé du temps sur certains modules, s'ils ont réussi les quiz. Mais aujourd'hui, ces stats, on en fait un peu rien. Et que je pense que demain, il existera des data spécialistes de la formation. Et donc, on va créer Oui. un module sur, on me file des contenus à intégrer, je sais très bien intégrer mon Moodle, mon RiseUp, mon 360 Learning, l'expérience apprenante est cool, et chacun reçoit bien l'information et peut dérouler son programme à distance. Je m'assure que ce soit compliance compatible avec Calliope, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un des grands enjeux d'information aussi, c'est qu'il y a bien une charte qualité autour, les gens sont prévenus, on leur a dit ce qu'il fallait, ils ont les prérequis, enfin, etc. Et c'est évalué. Et à la fin, je sais
récupérer ces datas et en faire quelque chose. Donc, on commence à avoir ces besoins-là dans les boîtes. Nous, nos étudiants, ils voient ça un peu, ils sont capables de faire, mais eux, ce qu'ils éclatent le plus, c'est de concevoir des e-learning, plus que de mesurer tout ce qui se passe ou plus que simplement d'intégrer. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer une formation sur ce sujet-là, qu'on va faire a priori pour se tester, parce qu'on est couillons. On a commencé en bootcamp 3 mois, on est passé en alternance, parce que finalement, on a fait 3 bootcamps, on commençait à s'ennuyer, à reproduire la même chose. Donc là, on arrive à la 3e alternance fin d'année, et c'est-à-dire que l'année prochaine, on tente quelque chose en full distanciel. Ok, c'est top, c'est top. C'est-à-dire que tu testes et tu vois ce que ça donne. Exactement. Non, là, j'ai déjà des employeurs intéressés, j'ai déjà potentiellement des emprunteurs intéressés, il faut qu'on crée le contenu. On veut montrer qu'on peut faire aussi l'animation à distance de top qualité, même si ce sera plus dur, même si on aura un taux de complétion moindre, c'est-à-dire que moins de gens arriveront au bout. Parce que nous, aujourd'hui, sur le Bahut, sur 5 promos, pour l'instant, on a eu 3 abandons. Donc, sur une centaine d'étudiants, mais parce qu'on est très, très proche bien. d'eux et qu'on a un accompagnement très fort. Là, clairement, sur du distanciel, on sait qu'on n'aura pas ces résultats-là. Mais on aura d'autres avantages aussi. On aura les gens qui pourront être un peu partout en France ou dans le monde pour suivre cette formation, de l'asynchrone pour répondre aux commentaires. Enfin, on aura d'autres choses et on a envie de tester et d'apprendre en fait en faisant. Voilà un peu les projets du Bahut sur les prochaines semaines. Ok, et ben écoute, s'il y a des gens qui sont intéressés par tout ce dont on vient de parler, notamment copy-post, c'est vrai ça, etc., on mettra les liens, le livre, je mettrai les liens, le Bahut aussi, et ils peuvent te retrouver à mon avis très facilement via LinkedIn, mais au moins je te laisserai me transmettre tous les liens. Moi vraiment, je te remercie pour ce temps que tu m'as accordé parce que comme tu donnes beaucoup de temps à beaucoup de choses, je me doute que ton temps est précieux. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé sur ton parcours, d'avoir donné pas mal de tips pour un entrepreneur par rapport au parcours que tu as vécu et aux choses à savoir faire et pas faire. Hein. Au moins, grâce à toi et à tes échecs, on a pu apprendre. Merci de les partager et d'oser les partager. Et puis, écoute, j'ai envie de dire longue route au Bahut. Hein. Merci. Voilà, et merci beaucoup encore d'avoir fait confiance à Allez Vas-y pour partager ton histoire. Merci à toi, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.